aujourd'hui, Laurence, c'est une émission spéciale. Mhm. Ouais. Et tu nous dis tout de suite pourquoi, Guérin. Et oui, parce qu'on va parler d'un sujet complètement lié à la culture internet, le porno. Parce qu'avant de pouvoir se connecter au monde entier depuis notre salon, le porno c'était difficile d'accès. Fallait attendre le premier samedi du mois sur une chaîne cryptée et quelqu'un avec un magnétoscope, ou aller dans des arrière-salles de vidéoclub en se déguisant en inspecteur gadget, ou bien dans des quartiers chauds. Mais avec le web, c'est devenu accessible à tous. Aujourd'hui, le porno, c'est une recherche sur 5 sur les smartphones, et 17 millions de visiteurs, de personnes visitent des sites gratuit souvent, chaque mois. Et alors, il n'y a jamais eu autant de débats autour de la question. Il y a plusieurs plateformes comme Pornhub, Xvideo, qui ont été pointées du doigt pour avoir hébergé des vidéos mettant en scène de vraies agressions sexuelles et de vrais viols. Et aussi l'absence de vrais moyens mis en place pour empêcher leur accès aux mineurs. Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement envisage d'obliger l'inscription à un site pornographique avec une carte bleue pour limiter les connexions des plus jeunes. Mais toute cette année, en fait, des voix se sont élevées pour demander l'interdiction pure et simple de la pornographie, ce qui paraît pas très crédible, mais ça fait suite à une série de scandales que tu nous rappelles, Laurence. Ouais, il faut savoir que l'industrie du porno dit amateur est sous le feu des projecteurs depuis 2 ans. On a d'abord l'affaire du site porno French Bukkake. Après 2 ans d'enquête, fin septembre, 4 hommes ont été mis en examen à l'issue de leur garde à vue pour traite des êtres humains en bande organisée et viol en réunion. Ils sont soupçonnés notamment d'avoir mis en place un réseau. Un rabatteur en fait recrutait des jeunes femmes pour leur faire subir des pratiques extrêmes contre leur gré et filmées. Quelques mois plus tard, c'est au tour de Jackie et Michel, le site incarnation en France du porno amateur, et lui aussi surveillé par les enquêteurs qui passent à l'action en juin dernier. Son fondateur, Michel Piron, et 3 autres membres de la plateforme ont été mis en examen pour complicité de viol, traite d'êtres humains en bande organisée et viol avec torture et barbarie. Alors face à tout ça, il y a des voix de professionnels du milieu du X qui se sont élevés pour arrêter de systématiquement faire le rapprochement entre des choses criminelles et le porno. Et il y a eu une lettre ouverte dans le journal Le Monde cette semaine qui milite pour un porno éthique. Une des personnes qui a signé cette lettre ouverte, elle est avec nous. Elle s'appelle Émilie Delaunay, alias Lisa Del Sierra. Elle a été actrice, aujourd'hui elle est infirmière, mais aussi réalisatrice et productrice, défendant un porno respectueux et éthique. Elle a d'ailleurs travaillé à la création d'une charte déontologique en 18 points présentée aux producteurs du secteur. J'ai envie de dire bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'être là. Bienvenue dans Réseau. Merci d'être dans Réseau. Bienvenue. La première question que j'ai envie de te poser, c'est après tous ces scandales, aujourd'hui, dans quel état est le porno français ? Le porno professionnel est malheureux. Il s'insurge, bien sûr, parce que c'est pas notre métier, toutes ces affaires. Je pense qu'on s'est tous sentis extrêmement blessés, qu'il y ait des amalgames, et c'est pour ça qu'on a réagi, parce qu'au final, on n'était pas tellement concernés. Le porno amateur, dit amateur, c'est un milieu à part, qui travaille rarement avec le porno professionnel, sauf peut-être en distribution, parce que amateur ou pas, ils cherchent à tirer profit quand même, ces gens-là. Oui. Mais je pense que le porno pro aujourd'hui est motivé plus que jamais à défendre sa place, à montrer qu'il est capable de réagir, de rebondir, et qu'on sait faire les choses bien. Et dans la lettre ouverte qui a été publiée, vous dites que vous êtes soulagé de voir les procès, les procédures en cours, les violences perpétrées dans le monde de la pornographie ainsi que l'immédiate accessibilité du gratuit. Mais est-ce que vous, toi et puis d'autres membres du collectif, vous dénoncez depuis longtemps ces pratiques, et est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que l'État ou la police étaient réceptifs ? Alors, on dénonçait pas les pratiques du porno amateur, si ce n'est depuis toujours bien faire en sorte de se distinguer de ce milieu, parce que moi-même, j'ai pu faire de l'amateur sur la forme, mais c'était absolument pas sur le fond. En tant que professionnel, on peut faire une scène un peu à la maison, un peu comme ça, mais ça n'empêche qu'on respecte les règles. Mais en fait, il n'y a pas de porosité. En fait, c'est 2 milieux différents, on va dire. Il n'y a pas de porosité entre le porno pro et le porno amateur. Il y a eu de la porosité dans le sens où ces gens-là ont pu être distribués. Quand on est un gros distributeur, c'est-à-dire on a une plateforme réservée aux adultes et on doit fournir un maximum de contenu de tout genre pour tout public qui veulent avoir leurs fantasmes, des réponses à leurs fantasmes. Par erreur, on peut se retrouver avec ces contenus qu'on a achetés et qu'on revend.
Ça a été le cas, en l'occurrence, chez la Maison d'Orcel, qui ont retiré les contenus une fois qu'ils ont eu connaissance des conditions de tournage. Et dit, oulala, ça ne correspond pas à nos pratiques, nous, on ne veut pas diffuser ça. Donc, il y a eu une porosité. Après, elle est uniquement sur ce point-là parce que c'est pas des gens. Les filles avec qui moi je peux tourner en tant qu'actrice ou en tant que réalisatrice font pas ces tournages-là. D'un point de vue des comédiens, j'ai cru comprendre avec les investigations que les hommes, par contre, les acteurs masculins, eux, il leur arrivait de naviguer un peu entre les deux. Mais ils n'ont pas de problème d'image. C'est pas comme une comédienne professionnelle qui peut pas se permettre de faire une vidéo qui sera vendue 50 centimes alors que derrière elle tourne pour des grandes productions internationales. Les acteurs ont moins ce problème d'image. Eux, ils veulent faire des scènes et gagner leur vie. Donc il y a de la porosité quand même. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés concernés et qu'on ressent le besoin à la fois de se défendre et à la fois de montrer que nos conditions de travail, c'est pas ça. Ouais, et vous dites d'ailleurs dans l'article du Monde qu'il y a plus, certains des signataires ont été victimes de violences et de mauvais traitements dans le cadre de tournage. Alors on a vu, il y a eu des trucs il y a eu des reportages, il y a eu pas mal de vidéos et de sujets qui ont été faits sur des pratiques extrêmes, mais c'est quoi est-ce qu'il y a d'autres types de mauvais traitements qui ont lieu? Est-ce que tu peux nous en parler? Quel type de mauvais traitements on vit sur ce genre de tournage? Alors, sur les tournages amateurs, je ne saurais pas vous répondre puisque moi, je n'ai pas fait de tournage amateur. Et il n'y a pas non plus d'actrices qui sont venues te témoigner des choses qu'elles ont vécues? Alors, par contre, sur des tournages professionnels, elles ont pu témoigner de choses qu'elles ont vécues, mais qui ne sont pas de l'ordre du mauvais traitement dans le sens qu'on l'imagine et qu'on le met en avant aujourd'hui, mais plus dans le sens petit budget alors qu'on veut faire un très beau film. On va tourner en 3 jours, tout le monde va travailler 15 heures par jour, on va leur donner un sandwich triangle et une chambre d'hôtel un peu moyenne. Ça, c'est du droit du travail, plus que des abus qu'on peut vivre. Ouais. On n'est pas dans une rupture du consentement ou dans des pratiques particulières. C'est plus de l'ordre des conditions de travail où le porno professionnel tend à s'améliorer. Mais pour tout ce qui est consentement, pratique en elle-même, contrat, santé, les choses étaient déjà en place. On n'a fait que les formaliser, mais ça fonctionne depuis des décennies et ça fonctionnait très bien. Et justement, j'en parlais rapidement en introduction, c'est-à-dire il y a eu vraiment un changement avec Internet, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avant, alors je ne suis pas en train de dire qu'avant le porno c'était Las Vegas et il y avait de l'argent partout, mais on a l'impression que, voilà, qu'est-ce qui a fait que les conditions de travail globalement quand même se sont dégradées, pas forcément sur le plan d'attaque physique et tout, mais juste les conditions de travail, c'est-à-dire que gagner sa vie, ça devient de plus en plus difficile. C'est Internet, c'est la gratuité qui a fait ça? Qu'est-ce que ça a changé? Je pense que, au contraire, pour les femmes en tout cas, il est de plus en plus facile de gagner sa vie. Ah ouais? Ah oui. Mais bien, Lisa, quand tu dis facile de gagner sa vie, mais bien, est-ce qu'on la gagne bien? On peut la gagner bien. On peut même la gagner très très bien, on peut la gagner de manière extrêmement bien, comme on peut gagner de quoi vivre simplement. Faut savoir qu'avec l'arrivée d'Internet, il y a eu certes cette manière de consommer qui est devenue complètement déraisonnée, cette manière de diffuser qui est devenue tout aussi déraisonnée, mais la pornographie, c'est un milieu qui s'adapte. Lisa, toi, c'est quelque chose que tu revendiques d'ailleurs, tu réalises des films porno éthiques. C'est quoi un film porno éthique? C'est un film où tout le monde a eu des conditions de travail correctes, a été réglé de manière légale, était au fait de ce qui allait se passer sur le tournage bien avant de venir, l'avait accepté, avait signé son contrat. Et je ne parle pas seulement des comédiens et des comédiennes, mais aussi de l'ensemble de l'équipe technique qui a aussi eu... qui a aussi toutes ces bonnes conditions de travail de manière générale. Et il y a aussi également du coup une éthique du contenu. C'est-à-dire, je ne mets pas en scène des choses qui sont illégales, même sous le coup du fantasme. Et on fait attention à comment on tourne avec toujours sur le tournage une coordinatrice d'intimité qui est garante du consentement, des bonnes conditions de travail et tout ça. Et c'est quoi exactement? Donc, comment ça se passe exactement le travail de coordinatrice ou coordinateur d'intimité? Eh ben, en fait, c'est comme dans le cinéma, donc il y a des formations à suivre, hein, bien sûr, et c'est quelqu'un qui est dédié
aux personnes présentes sur le tournage, donc les comédiens et les comédiennes bien sûr, mais aussi les techniciens. Une maquilleuse qui vient sur son premier tournage peut des fois être un peu heurtée, peut avoir besoin de discuter, peut être mal à l'aise. Et son boulot principal, c'est d'être à disposition de tout le monde et notamment lors des scènes de tournage X, d'être présente, de s'assurer qu'on ne demande rien qui n'a pas été prévu, que si on demande quelque chose qui n'a pas été prévu, parce que l'histoire peut changer, parce qu'on tourne un film, il y a les aléas du cinéma, que la personne en face n'a aucune pression, qu'elle est d'accord avec ce qu'elle va faire, qu'elle est informée, qu'au moment de tourner, à nouveau, le comédien et la comédienne peuvent prendre un moment tous les deux avec la coordinatrice pour répéter ce qu'on appelle la do don't, ce que je fais, ce que je ne fais pas, qui peut changer quotidiennement. Hier, j'avais pas envie que tu m'embrasses. Aujourd'hui, j'accepte que tu m'embrasses. Ok. Voilà. Oui. Et c'est comme ça. Quelqu'un qui est là tout le temps. Ok. Et est-ce que tu penses justement, Lisa, que le porno éthique, s'il peut exister aujourd'hui, c'est parce que depuis quelques mois, quelques années, les femmes ont pris les choses en main dans le porno ? Non, je pense pas. Non ? Je pense que par contre, les femmes, on communique sur ce qu'on fait plus que les hommes. Ça serait bizarre quand même que, je sais pas, Grégory Dorcel, 45 ans, homme blanc, cis, vienne dire je fais du porno éthique et je paye bien mes comédiennes. Ça serait de toute façon très mal perçu. Donc c'est juste que nous, les femmes, on nous écoute quand on parle de pornographie. Donc forcément, le grand public prend connaissance de tout ce qu'on fait. Mais moi, je vois pas énormément de différence entre le premier tournage que j'ai fait en 2004, réalisé par un homme, produit par des hommes, et les tournages que je fais aujourd'hui, si ce n'est que tout est un peu plus formalisé. Mais les choses de base, la santé, les repas chauds, un logement correct, des heures de travail décentes, pour la plupart des productions professionnelles, ça a toujours été extrêmement respecté. Sinon, ils ne marcheraient plus. Les comédiennes ne voudraient plus y aller, vous savez. Oui, mais justement, en dehors des conditions de travail pures et dures, est-ce que quand toi, en tant que réalisatrice, tu essaies d'apporter quelque chose de différent, notamment dans la perception de la femme, en fait, dans le porno. Est-ce que toi, dans les mises en scène, dans les scénarios, tu essaies d'apporter quelque chose de différent, d'innover, en quelque sorte ? Moi, je pense qu'on aime tous se dire qu'on innove. Après, la pornographie, ça fait quelques décennies que ça existe et c'est compliqué d'innover. On aimerait tous se dire « Ah là là, j'ai filmé comme ça, c'était jamais vu ». On connaît souvent la fin, quoi. C'est ça. C'est souvent la fin des films, j'ai remarqué, moi. Voilà, c'est souvent la même. Ouais, mais tu vois, justement, il y a tellement de choses à faire avant la fin. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'on voit, je comprends ce que tu dis, Lisa, c'est difficile d'innover, de faire autre chose que les rôles qu'on a l'habitude de voir, la prof, l'infirmière et tout. Mais justement, moi, je posais la question vraiment dans le rapport entre l'homme et la femme, même dans le film. Ou bien est-ce que tu as sondé un peu des spectatrices femmes qui avaient des envies différentes pour les films, justement ? Eh bien, oui et non. Moi, j'aime bien faire des films. J'aime bien faire des films très actuels. Si je dois avoir une livreuse de pizza dans mon film, elle va être en jean, basket, avec un sac à dos sur un vélo. Okay. Elle sera pas en bas porte-jartel avec des cils comme ça. J'aime que les femmes soient naturelles. Soit représente ce que c'est une femme aujourd'hui, et c'est pas forcément des ongles longs, un pubis épilé. Voilà, je prends mes actrices telles qu'elles viennent et aussi telles qu'elles ont envie d'être. C'est hyper difficile, faut pas croire, de demander à une actrice de rester naturelle. Bien souvent, elles râlent quand elles sortent du maquillage sur mes tournages parce qu'il n'y en a pas assez. Elles ont besoin aussi de leur costume, elles ont besoin de se mettre dans la peau du personnage qu'elles se sont créé pour se lâcher. Donc, on est un peu entre ces deux-là, entre ce qu'accepte l'actrice en termes de naturel, en termes de don de soi, parce que quand on lui dit j'ai besoin que là, vous preniez votre temps, vous vous embrassiez, je vais prendre plein de petits plans de coupe de vos mains, de vos yeux, en fait, il y a plein d'actrices, mais moi, j'ai pas du tout envie qu'ils m'embrassent. Allons directement aux choses sérieuses. Ouais, mais même, en fait, elles ont du mal. Enfin, les actrices, elles restent un peu dans ce qui a toujours été fait. C'est ce que tu dis, en fait. Il y a ça aussi. Donc, on est un peu perdu entre les deux, entre ce qu'on aimerait vraiment montrer et ce que les comédiens et les comédiennes acceptent de montrer. Et en plus de ça, de par ma position, Lisa Del Sierra, je peux pas me permettre de demander vraiment beaucoup aux gens parce qu'ils savent très bien qu'à mon époque où moi j'étais devant la caméra,
je ne sortais pas de mon personnage. C'est non, en fait. Quand c'est non, c'est non, et point. Donc, du coup, je dois tricoter un peu avec tout ça. Est-ce que, du coup, mes films sont féministes ? Je ne pense pas. Est-ce que, du coup, c'est une vision différente de la sexualité et des rapports hommes-femmes ? Je ne pense pas non plus. Mais j'essaye de faire des histoires où on apprend des choses, parce que mes films parlent bien souvent de pornographie. D'accord. C'est des trucs un peu méta, ou c'est d'un film dans le film un peu ? Oui, un peu. Ouais, tu parles de l'industrie dans tes films, en fait. Tu parles de la façon dont ça se passe. Par souci de réalisme, est-ce que quand il y a une livreuse de pizza, elle doit également faire une pizza ? C'était ma question. Lina Louka, dans le journal d'une débutante, elle fait beaucoup de vélo, la pauvre, avec son sac à dos. Et il n'y avait pas de pizza dedans. Et juste, je voulais revenir sur le terme féministe que tu as utilisé, Lisa. Est-ce que tu penses que, justement, un porno féministe, c'est possible ? Je pense que tous les pornos sont féministes. C'est juste qu'il faut... Et pourquoi toi, tu dis que ce que tu fais n'est pas féministe, alors ? Féministe dans le sens où aujourd'hui, malheureusement, les voix féministes qu'on entend, c'est des féministes anti-sexe, un peu extrémistes, abolitionnistes, alors que clairement, c'est une minorité du féminisme. Il y a aussi beaucoup de féminisme pro-sexe qui veulent l'indépendance sexuelle des femmes. Et je pense que la pornographie, c'est la plus belle preuve d'indépendance sexuelle qu'on puisse avoir, parce qu'il faut savoir que c'est quand même les femmes qui font ce métier. C'est l'actrice qu'on mettra en cover du DVD, c'est à l'actrice qu'on demande ce qu'elle accepte de faire ou pas. C'est l'actrice qui impose ses tarifs, c'est l'actrice qui impose beaucoup de choses. Et surtout, c'est un des rares métiers où elle est beaucoup mieux payée que les hommes. C'est ce que j'allais dire, c'est le rare métier où les gens les mieux payés sont en 1 les femmes, et je crois en 2 même maintenant parfois certains acteurs noirs. Alors, pas en France. Aux États-Unis. Aux États-Unis, les acteurs noirs sont bien payés. Mais l'interracial, là-bas, c'est quelque chose de très particulier. Oui, c'est une niche spéciale. Ouais, c'était très bizarre. Moi, quand je suis arrivée là-bas et qu'on m'a dit que c'était le truc le plus hard que je pouvais faire, j'étais là, what the fuck. Ah ouais, genre, dire qu'il y a des pratiques de ouf, genre des pinces crocos, des machins. Ils disaient non, ça c'est rien. Par contre, faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas de la même couleur de peau, ça c'est un truc de ouf. Ouais, et c'est mieux payé. Ah d'accord. Oh là là, c'est ouf. C'est-à-dire que c'est la vraie vie en négatif. C'est le contraire. Et justement, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les productions américaines pour lesquelles tu as travaillé et des productions françaises ? Est-ce que tu t'inspires de ça pour faire cette charte éthique, justement ? Alors, bien sûr, je me suis inspirée de mon parcours, mais en fait, je me suis pas... c'est pas moi, la charte éthique. Parce que si ça avait été... C'est pas Lisa Del Sierra, 15 ans de carrière... t'as participé, veux dire, de rêve. Moi, ce que j'ai fait pour cette charte éthique, c'est que j'ai interrogé des gens qui travaillent aujourd'hui. Moi, j'ai arrêté en 2013, même si j'ai refait quelques scènes vite fait. J'ai été toujours merveilleusement bien traitée parce que j'ai un caractère un petit peu comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un agent très vite. Donc, du coup, mon parcours n'était pas représentatif. Il a fallu que j'interroge avec un sociologue des gens qui travaillent aujourd'hui, à l'époque en 2020. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? À quel moment vous vous sentez valorisé, dévalorisé ? Vraiment, c'est les gens du milieu de maintenant. Moi, j'ai juste servi pour coordonner tout ça et donner l'impulsion et surtout le diffuser. Mais ça vient des gens qui font ce métier. C'est eux qu'on est allé chercher. Parce que sinon, les 10 bonnes règles de bonne conduite de Lisa Del Sierra, ça n'aurait intéressé personne et ça aurait sûrement pas été adapté aux conditions de travail actuelles. Et là, du coup, pour répondre à la question, la grosse différence entre l'étranger de manière générale et la France, c'est les agents. D'accord. C'est qu'on est représenté, on nous tient la main, on est accompagné, tout est extrêmement bien cadré. Et je l'ai mis en scène dans mon dernier film qui s'appelle Profession acteur-actrice. Ça s'appelle Si nous avions des agents. On a imaginé, et ma foi, ça serait pas plus mal. Donc je pense la suite logique à toutes ces affaires, ça serait ça. Ça serait que les acteurs et les actrices puissent être représentés. Ah oui, en fait c'est marrant parce que tu dis tu sais pas si tu fais un porno féministe, mais peut-être que tu fais même un porno syndicaliste. Mais c'est ça. Il y a des revendications dans les films. Vu comment on me traite de petite meuf de droite, ça serait marrant, tiens, que je sois syndicaliste. Je m'attendais pas du tout à cette réponse. Et alors, non mais j'apprécie, ça contrebalance. Merci beaucoup. Voilà. Porno engagé de Lisa Del Sierra. Et d'ailleurs, j'ai une autre question, c'est que
Donc, toutes ces conditions de travail, on le sait. Alors, il y a aussi, on peut aussi parler de la protection, parce qu'il y a aussi une question dans les conditions de travail, obligation ou pas de la protection, parce que je pense que c'est important, mais les conditions de travail, payer correctement les gens, que ce soit des techniciens, d'avoir une coordinatrice d'intimité, tout ça, ça demande des moyens. Mais aujourd'hui, il y a encore un marché pour de gens qui achètent du porno professionnel? Ou c'est... Bien sûr. Bien D'accord. sûr. Oui, oui, oui. J'ai pas les chiffres en tête, mais il y a encore une étude récemment. Et oui, il y a beaucoup de gens qui achètent leur porno parce que ça leur paraîtrait dingue de pas acheter leur musique, de pas acheter leur cinéma. Enfin, on est tous abonnés à Spotify ou à Netflix. À un moment donné, ça paraît très logique pour beaucoup de monde de s'abonner à un site qui les gaffe pas de publicité, qui leur donne des contenus de qualité, où ils peuvent aller chercher leur actrice préférée en 3 clics. Enfin, c'est quand même... Oui, ils vont pas Encore une recevoir fois, un mail d'arnaque en leur disant qu'ils sont allés sur tel site et que nanana, ouais. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise sur les sites officiels franco-français. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais sur les sites officiels franco-français où il faut payer et où après on est bien tranquille pour surfer gentiment et on tombe pas sur des trucs bizarres avec 50 pubs autour là, qui vous disent comment avoir une meilleure érection. Donc en Quoi, soi, c'est pas vrai? Comment ça, c'est pas vrai? Donc en soi, économiquement, en fait, l'industrie, elle n'est pas en crise, il n'y a pas de problème de rémunération, mais dans la tribune là, du Monde, vous dites clairement qu'interdire le porno, c'est une connerie, mais qu'il faut quand même faire quelque chose contre les tubes, contre typiquement les sites comme Pornhub, où en un clic, tu as tout gratuit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire contre ça? T'as des idées, toi? Ah ben le fait que l'Arcom veuille purement et simplement les fermer, moi je trouvais que c'était pas mal. Ok. Clairement, c'était une bonne idée. Donc, tu es pour une fermeture pure et simple, ouais. Okay. C'est sûr que on prend un site, il me semble que c'est Pornhub ou Xvideo peut-être, l'un des deux a carrément le mode d'emploi du comment installer un VPN et quand même accéder. Oui, d'accord. Vraiment, c'est sur le site, quoi. Donc, c'est sûr que même en les fermant, on n'empêchera pas les gens d'aller consommer gratuitement. Il n'y a pas de respect de la création, c'est un fait. On n'est pas considéré comme un cinéma de genre, c'est bien dommage, parce qu'il faut savoir qu'on donne quand même 10% de nos bénéfices au CNC, sans avoir derrière la moindre protection, le moindre accompagnement, rien du tout pour protéger nos créations. Donc oui, c'est difficile de produire un film, de tout réunir pour que ce soit super et que tout le monde passe un excellent moment, et de se dire qu'en 48 heures d'exploitation, le film, il est diffusé gratuitement. Ça fait mal. Ouais. Et tu dis, vous participez au financement des autres films français, en fait. Ouais. Bien sûr. Avec le CNC. Bien sûr. D'accord. Ouais. Et c'est encore, marrant. il y a une pornographie qui a été arrêtée là cette année. Donc en plus de ces 10% au CNC, donc sur la vidéo on demand, il y avait je crois que c'était 33% du chiffre d'affaires qui devait être versé. C'était la taxe pornographie. Ah d'accord. Il y a une taxe. Donc c'était quand même assez énorme. Ouais, bah oui, c'est. Et alors c'est marrant parce que dans la manière dont tu parles, j'ai l'impression que parce que vous voulez pas qu'il y ait d'amalgame entre ce que vous considérez être des productions amateurs qui font n'importe quoi et même des choses criminelles et des professionnels qui sont organisés comme une vraie production, mais on n'a pas l'impression que tu essayes d'essayer de donner une bonne image au public. Est-ce que tu penses que de toute façon la profession quand on travaille dans le X, c'est forcément quelque chose qui sera regardé de manière morale, ou est-ce qu'il y a possibilité que ça soit considéré comme un métier comme les autres? Comme un acteur normal. Il ne faut pas que ce soit considéré comme un métier comme les autres. Ça n'est pas un métier comme les autres. Je pense que la pornographie, c'est un choix extrêmement personnel. Non, il faut pas. C'est absolument pas un choix de carrière post-bac classique. Absolument pas. Non. J'espère même que le porno tendra à se ringardiser le plus possible. Comme ça, nos jeunes iront moins consommer parce qu'on dédie aucun contenu aux jeunes. Il n'y a rien pour eux là-dedans. Ça va que complètement brouiller leur grille de lecture de leur vie future dans les relations hommes-femmes. Donc non. J'essaye pas de rendre la pornographie romantique et magnifique et superbe comme choix de carrière, parce qu'il ne le faut pas, parce que je pense que c'est pas une bonne chose. Par contre, je pense qu'il faut quand même respecter ce métier, il faut le professionnaliser encore plus, il faut légiférer, il faut encadrer, il faut permettre aux gens qui ont choisi ce métier,
malgré les regards moralisateurs, malgré le jugement social, leur permettre d'avoir une vie décente, de cotiser, d'avoir accès à la formation plus tard, d'avoir une protection juridique, une protection médicale, des agents pour avoir une protection de carrière aussi. Et ça n'empêche pas tout ça. T'espères que la consommation de porno diminue donc, mais on voit bien que c'est pas du tout le cas, qu'il y a de plus en plus auprès des jeunes. Oui, non, mais c'est de ça dont je parle. Il y a de plus en plus de jeunes qui en consomment, et notamment à cause des nouvelles plateformes, OnlyFans typiquement. Mime. Est-ce que ça, tu le vois comme un concurrent, quelque chose qui permet au contraire à des gens de reprendre le pouvoir sur le contenu qu'ils diffusent, ou quelque chose qui est problématique ? Alors, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est perfectible. C'est une bonne chose dans le sens où aujourd'hui, ça donne une alternative pour beaucoup de femmes qui peut-être à une époque, dans un moment de difficultés financières, tout en étant un petit peu coquine. Je précise, tout en étant coquine, on ne parle pas d'une vulnérabilité, d'une précarité énorme, peuvent faire du contenu avec leur téléphone, le diffuser en toute autonomie, s'inscrire comme auto-entrepreneur et gagner un petit peu d'argent. Ça s'est professionnalisé, parce qu'au début, c'était un petit peu ça. Les actrices X sont arrivées dessus en se disant « Hey, je vais travailler pour moi ». Et de là, il y a eu des centaines de milliers de créateurs et créatrices de contenu qui ne s'apparentent pas à la pornographie, puisque ces gens ne veulent pas s'apparenter à la pornographie. Mais ça a permis à tous ces gens de gagner leur vie, de générer du contenu, de devenir autonome. Et clairement, quand on essaye d'avoir une créatrice de contenu sur un tournage X, il vaut mieux dérouler le tapis rouge et le chèque à 5 chiffres, parce qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Ok. Clairement, ça marche très très bien. Après, effectivement, c'est perfectible. Mime est quand même extrêmement efficace pour la protection des mineurs. C'est une société française, il faut le savoir. C'est en France. Et ils sont quand même à la pointe. Ils font leur maximum, vraiment. Et OnlyFans, c'est un peu différent puisqu'ils sont à l'étranger et qu'ils répondent aux règles du pays où ils se sont établis. Donc, en l'occurrence, je crois que c'est en Angleterre. Ouais. Pour l'Europe, ouais. Il y a peut-être un décalage entre ce qui est demandé là-bas et ce qui est demandé ici, mais il me semble que Mime, en tout cas, fait super bien le taf pour protéger les jeunes. Les comptes sont vérifiés régulièrement, le partage de contenu est extrêmement régulé, donc ça a l'air pas mal. On va terminer là-dessus. On pourrait discuter encore longtemps. Ouais. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Est-ce que je vais tenter un petit résumé en quelques mots de ce que tu as dit. Il faut moins de porno pour les jeunes, ne pas rendre ça glamour, ne pas considérer ça comme un métier normal, mais avant tout, permettre aux gens qui le font de le faire dans des conditions légales et sécurisées. Parfait. Et voilà, j'aurais fait quelque chose de pas mal aujourd'hui. T'as bien résumé. Merci beaucoup, Lisa Del Sierra, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Réseau. On rappelle quand même que tu es réalisatrice de films X, éthique, et tu es aussi infirmière de métier. Et je crois que tu attends un heureux événement, parce que tu vas avoir un bébé, donc d'avance, félicitations pour ça. Merci. Et à la prochaine dans Réseau. À bientôt. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.